Moi, je suis très heureux d'avoir à interviewer Philippe Maillard, parce que Philippe Maillard, c'est un peu un homme multiple, comme vous allez le voir. De manière très synthétique, il est diplômé de l'école polytechnique, de l'école nationale des ponts et chaussées, et il est DGA de Suez, groupe qui a deux métiers, la gestion de l'eau et des déchets, tout cela au service d'une économie plus respectueuse de l'environnement. Mais évidemment, ce n'est pas tout. Philippe Maillard est aussi président de la Fédération nationale des activités de la dépollution et de l'environnement. Voilà pour le CV. Alors, comme tu le sais, dans nos travaux de cette année, on travaille sur le thème donc, des pouvoirs. Nous avons décidé, dans la prochaine publication notamment, d'en tirer 8 dimensions. Le pouvoir légitime, le pouvoir de récompense, le pouvoir coercitif, le pouvoir d'information, le pouvoir d'expertise, de connexion, de référence et de conviction. Alors, selon toi, dans cette liste, mais évidemment il peut y en avoir d'autres, lesquels sont absolument indispensables en entreprise et lesquels sont indispensables pour les individus? Bon, écoutez, bonsoir à toutes et à tous. Merci d'abord de l'invitation. Et je tiens quand même à préciser que ce que je vais dire, moi je suis un archétype des grands groupes. Donc, pour rebondir sur ce qui a été dit, ça fait 25 ans que je suis dans un grand groupe. Bon, j'ai quand même bougé de Carcassonne à Valenciennes en passant par Porto Rico, Sydney et en revenant par la France. Donc j'ai quand même eu des expériences un peu variées. Mais j'ai toujours navigué dans un univers de groupe. Et donc ce que je vais témoigner va être marqué effectivement par ce que j'ai pu vivre dans ces différentes expériences multiculturelles et variées. En fait, quand on parle de pouvoir dans l'entreprise, moi je pense qu'on parle surtout de l'exercice du pouvoir. Que finalement le pouvoir, il est défini par un texte ou par une lettre de délégation. Je crois que ce qui est le plus important, c'est la manière dont on l'exerce. Et je suis convaincu qu'en fait, selon les types de structures, selon les moments de vie d'une entreprise, que ce soit une PME, une start-up, un grand groupe, selon les moments, donc que ce soit des moments de crise, des moments de développement, on n'a pas forcément nécessairement besoin du même type, ou on n'a pas forcément les mêmes attentes par rapport à un responsable, un patron, que ce soit d'unité, d'un service ou d'un département. Donc je pense que c'est relativement complexe je dirais, de définir ce que peut être le pouvoir. Après, ce que je retiens comme caractéristique, la première chose que j'essaye de bannir et contre laquelle on lutte, c'est le pouvoir d'information. Parce que ça, c'est un tueur. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens dans l'entreprise qui fondent leur rôle sur le pouvoir de rétention d'informations, en pensant qu'effectivement, ça les protège, ou c'est ce qui les légitime auprès de leurs équipes. Donc ça, inutile de vous dire que par les temps qui courent, avec l'ouverture, les médias, les réseaux sociaux, Internet, la communication par SMS, etc., ce pouvoir qui était déjà néfaste il y a quelques années, même quand j'ai commencé il y a maintenant quelques années, ça l'est encore plus. Donc ce pouvoir d'information, je pense qu'il faut complètement l'écarter. Et de mon point de vue, il est extrêmement néfaste. Alors de ce point de vue-là, les jeunes générations qui demandent du sens et qui veulent savoir ce qui se passe, même au plus haut niveau, permettent ou facilitent la tâche. Les gens qui retiennent cette information, à mon avis, ont de moins en moins de place en fait, dans des structures. Alors après, je dirais ce qui me paraît important, premièrement, c'est la légitimité. Le pouvoir de légitimité, pour moi, il est indispensable, il est essentiel. Alors la légitimité, elle ne se décrète pas. Elle s'acquiert au fur et à mesure. Vous pouvez en avoir un peu de façon spontanée, mais je pense que très très vite les équipes voient, reconnaissent, savent très vite si vous êtes quelqu'un qui est légitime dans ce qu'il fait, dans ce qu'il apporte. La deuxième chose, c'est, parce que les deux vont de pair, c'est reconnaissance et sanction. Ils vont de pair parce que, évidemment, on a besoin des deux. La reconnaissance, je ne pense pas que ce soit aussi spontané que ce qu'on veut bien dire, surtout dans une culture française. Là aussi, moi, peut-être qu'on y reviendra, mais j'ai beaucoup appris ça en Australie. On passe leur temps à féliciter les gens même s'ils sont nuls. En France, on passe leur temps à les engueuler même s'ils sont bons. Donc il faut essayer de mêler un peu les deux. Et puis la sanction, on a tous ça en tête.
La réalité, c'est qu'il y a quand même très peu de managers qui ont le courage de sanctionner leurs équipes ou de dire ça, c'est vraiment pas bien et d'aller jusqu'au bout. Ils préfèrent déléguer à d'autres la tâche de le faire. Donc cet équilibre entre récompense et sanction est pour moi assez important. Et puis le troisième, parce que je ne vais pas tous les citer, mais puis je pense qu'ils sont de nature différente, c'est le pouvoir d'entraînement, le pouvoir de motivation, le pouvoir de mobilisation qui est important parce qu'il n'y a pas beaucoup d'entreprises qui vivent des longs fleuves tranquilles entre des clients qui les embêtent, des concurrents qui les embêtent et des actionnaires qui peuvent être pénibles. Et donc, je dirais le pouvoir, la capacité d'entraîner des équipes est essentielle. Voilà, c'est un peu long, mais je pense que ça résume en tout cas ce qui me paraît important dans, encore une fois, ce qui est plus l'exercice du pouvoir que le pouvoir en tant que tel, qui, à mon avis, est très théorique. Alors, bon, merci de cette approche des pouvoirs pour l'entreprise. Alors maintenant, je vais m'adresser non plus à l'homme de grand groupe, mais à l'homme tout court. Dans ta vie, justement, quel pouvoir as-tu le plus travaillé? Est-ce qu'il y a eu des pouvoirs qu'il t'a fallu acquérir? Et quels sont aujourd'hui ceux qui, selon toi, pour reprendre la méthode du professeur, te correspondent le plus aujourd'hui? Alors, ce que j'ai dû apprendre, c'est le pouvoir de reconnaissance. Parce que quand on est... moi, je suis fils de famille modeste, les grandes études, ma famille ne connaissait pas, et donc je suis issu de la méritocratie française. Je me retrouve en classe prépa par hasard parce que j'étais bon, je me retrouve à l'X parce que j'étais pas mauvais, et puis je me retrouve dans un groupe sur un métier qui me paraissait intéressant, qui était le métier de l'eau. Donc j'ai appris au fur et à mesure, et dans ces études, on n'apprend pas à travailler dans les entreprises. En tout cas, à l'époque, on ne l'apprenait pas beaucoup. On l'apprend un petit peu plus maintenant. Je constate que les écoles ont fait quand même quelques efforts. J'ai quand même quelques années. Hein. J'ai des jeunes ados, je vois qu'ils font quand même des trucs plus intéressants que ce qu'on faisait nous à l'époque. Mais bon, bref. Donc, je n'ai pas tellement appris le pouvoir de reconnaissance positive. Je l'ai beaucoup vu en Australie, mais je me permets d'insister là-dessus. Donc là-bas, on félicite tout le monde, même quand ils sont mauvais. D'accord ? Donc c'est très surprenant quand on est français, parce qu'on n'a pas du tout on n'apprend pas ça dans l'école française. Et donc au début, vous avez quand même beaucoup de mal. Mais ça va jusque même dans le sport. Même quand les gens sont pas bons, on leur dit qu'ils ont fait un bon match. Et donc c'est toujours étonnant. En France, un entraîneur vous dira, mais là ça c'est pas bon, c'est mal fait, c'est pas bien joué, etc. En Australie, on va d'abord largement commencer par dire c'était great, c'était excellent. Et après, on viendra dire éventuellement vous pourriez améliorer un peu ça. Et ça m'a beaucoup marqué parce que dans l'entreprise, évidemment, ça se joue comme ça. Donc si on passe son temps à sanctionner les équipes, les gens ne comprennent pas. Il vaut mieux dire à quelqu'un vous êtes très bon, vous êtes tellement bon que votre place n'est pas dans l'entreprise. Ça, c'est beaucoup plus facile que d'expliquer à quelqu'un qu'il est mauvais et qu'on va devoir s'en séparer. Mais au-delà de la boutade, c'est quand même cette capacité à pouvoir faire les deux. Donc ça, j'ai dû l'apprendre. D'accord ? Alors certains peuvent témoigner que j'ai encore un peu de mal aujourd'hui, mais enfin bon, ça, c'est un autre sujet. Après, je pense que celui qui me correspond le plus, c'est parce que moi, j'ai globalement été toujours opérationnel. Hein, c'est-à-dire que j'ai connu les différents stades, agences françaises, direction régionale française, direction à l'étranger, patron d'un groupe à l'étranger, d'une filiale à l'étranger, etc. C'est je dirais la légitimité opérationnelle et la capacité à entraîner les équipes. Donc je pense que c'est un peu les deux marques de fabrique qui font que voilà, ça m'a donné je dirais d'arriver là où je suis aujourd'hui. Alors c'est vrai, tu fais le parallèle entre le modèle australien, le modèle français. Une des caractéristiques du modèle français, c'est qu'on aime aussi souvent diviser pour mieux régner. Dans l'absolu, comment tu développes le pouvoir de tes équipes, justement ? C'est d'être capable de leur montrer finalement quelles sont bien leur définir leurs responsabilités, d'être très clair sur les attentes qu'on a vis-à-vis d'elles
Et encore une fois, ce que je dis peut être très simple. La réalité, c'est que c'est pas toujours si simple que cela à mettre en place très concrètement dans des organisations, dans des groupes qui deviennent plus matriciels, dans lesquels vous avez des fonctions transverses qui interagissent de plus en plus avec votre DRH, votre directeur financier, votre directeur de production, etc. Donc, c'est d'être capable d'être bien clair sur les attentes, ce que l'on aime, ce que l'on n'aime pas, ce qui relève du formel et ce qui relève de l'informel. Je crois que c'est extrêmement important. Et je rajoute, ce qui n'est pas facile, c'est que ça dépend des individus. C'est-à-dire que, parce que dans l'autre caractéristique que j'ai eue dans mon parcours, c'est que, surtout au début de ma carrière, j'ai remplacé sur les 2-3 premiers postes à la fois des gens qui ont été remerciés et des gens qui avaient 2 fois mon âge. Ce qui n'est pas facile quand vous prenez le job, parce qu'on vous regarde en disant je me suis retrouvé directeur d'agence, j'avais 27 ans. Les personnes avant moi avaient 58 ans. Et donc tout le monde vous regarde en disant mais c'est qui lui ? L'entreprise l'a nommé, bon, bah, très bien, mais qu'est-ce qu'il fait là ? Et donc si vous posez trop de questions, et si les gens voient vous poser trop de questions, vous n'allez rien faire. Bon. Et en même temps, il faut s'adapter aux différentes équipes que vous avez en fonction de leur âge, de leurs compétences. Donc ça, c'est aussi quelque chose qui n'est pas très évident, mais que vous pouvez très facilement, je dirais, caler en travaillant en one-to-one avec les personnes et aussi en collectif quand c'est nécessaire ou approprié. Alors justement, l'équilibre entre l'individu et le collectif fait que tu aimes t'entourer de quel type de pouvoir pour créer justement cette alchimie de la performance, tout simplement. J'essaye de m'entourer de personnes qui répondent à mes attentes, entre guillemets, et qui répondent aux prérogatives du poste ou de la responsabilité qu'elles ont à exercer. J'ai toujours donné, dans tous les cas où j'ai été nommé, j'ai toujours donné la chance aux personnes qui étaient en place. Après, objectivement, très vite, au bout de 15 jours ou d'un mois, on se rend compte si on est capable de travailler avec telle ou telle personne, et si on a envie de travailler avec telle ou telle personne. Mais j'ai toujours fonctionné a priori en respectant les équipes en place, en les changeant ou en ne les changeant pas, ou en changeant les personnes ou en ne les changeant pas, en fonction de la nécessité et de l'intérêt du job, de ce qu'il y avait à faire. Et après, vous avez des gens qui ont envie de continuer à travailler avec vous, donc de temps en temps, dans les grands groupes, c'est possible, ils peuvent vous suivre. Donc vous les invitez à vous accompagner, ce qui n'est pas désagréable, parce que vous gagnez du coup beaucoup de temps. Bien sûr. Et puis en plus, ils aident aux autres à traduire comment fonctionne le Maillard, ce qui permet aussi de faire gagner du temps. Alors justement, avec le recul qui est le tien et ton parcours dans différents univers, est-ce que tu penses que le leader d'aujourd'hui ou de demain utilise les mêmes pouvoirs qu'autrefois ? Est-ce que ça a évolué pour toi ? Alors, je ne sais pas, je pense que ça a forcément évolué et ça doit évoluer. On a fait référence aux attentes des nouvelles générations ou des nouvelles recrues qui nous rejoignent. Objectivement, elles sont complètement différentes. Les entreprises, d'ailleurs de toute taille, se posent beaucoup de questions sur la capacité qu'on a à les garder, la capacité qu'on a à les faire évoluer. Encore une fois, c'est très lié à nos métiers. Les grandes heures de l'expatriation sont quand même un peu derrière. Aujourd'hui, on emploie plus les talents locaux. Donc ce qui pouvait faire rêver des jeunes il y a 10 ou il y a 15 ans, aujourd'hui c'est plus compliqué. Je ne dis pas que c'est impossible, je dis juste qu'on a moins ce pouvoir d'attraction. Les responsabilités s'exercent très localement. Donc évidemment, il faut continuer à évoluer. Aujourd'hui, tout est beaucoup plus transparent. On vous suit sur Twitter. Vous avez des jeunes cadres qui vous interpellent sur LinkedIn ou sur Twitter en disant « Tiens, j'ai vu que vous aviez fait ça, qu'est-ce que vous en pensez ?» indépendamment de toute hiérarchie. Donc c'est assez surprenant. Mais en même temps, il faut s'adapter à ça. Après, ce que je pense plus important, c'est d'être capable d'intégrer surtout les concepts plus matriciels qui s'imposent bon gré, mal gré dans les entreprises, pour le meilleur ou pour le pire, et qu'il faut intégrer dans les modes de fonctionnement, ce qui n'est pas le plus facile. Bon. Après, avoir une équipe qui est différente ou diverse en termes de mixité, de culture, je pense que c'est essentiel. Encore une fois, j'ai beaucoup appris en étant allé à l'étranger. Et on le dit, on nous le disait dans les écoles, c'est écrit dans
Mais quand vous l'avez vécu, honnêtement, ça donne un regard un peu différent. Et encore, je n'ai fait que 5 ans. Hein. Je n'ai pas fait 10 ou 15 ans dans d'autres cultures. Mais honnêtement, ça donne un regard beaucoup plus positif sur la France, sur ce qui se passe en France, mais sur aussi ce qu'on doit améliorer dans notre culture, dans la manière de gérer. C'est extrêmement important. Donc je le recommande absolument à tous ceux qui hésitent ou qui se posent la question. Alors, tu parles du matriciel. On constate aussi que le matriciel fait aussi des dégâts, entre guillemets, humains, parce que tu ne sais plus à qui tu es rattaché, ça crée de nouvelles luttes de pouvoir, entre guillemets. Est-ce que finalement le matriciel, ce n'est pas une organisation qui, à terme, va tuer le pouvoir de l'intuition, le pouvoir dans l'entrepreneuriat? Question ouverte. Alors oui, le matriciel, c'est surtout le problème de la responsabilité. C'est-à-dire que, et évidemment de la responsabilité quand les choses ne vont pas bien. Parce que quand tout va bien, alors là, vous avez plein de vainqueurs et tout le monde. Mais c'est surtout la difficulté de reconnaître ou de savoir qui, entre guillemets, est responsable. Non pas d'ailleurs dans une visée de sanction, mais déjà pour comprendre. Donc je dirais les difficultés matricielles, elles relèvent de cela. Après, je dois reconnaître que j'ai moi-même évolué en quelques années. J'étais très sensible, étant opérationnel, à la différence entre le trait plein et le trait pointillé. Avec le temps, je me rends compte objectivement que ça dépend vraiment des individus. D'accord ? Aujourd'hui, mon directeur financier, mon directeur des ressources humaines étant pointillé officiellement vis-à-vis de moi, ils savent très bien qui, à la fin, va le noter et avec qui il travaille au quotidien. D'accord ? Donc finalement, il faut aussi apprendre à relativiser, j'ai appris à relativiser avec le temps, je dirais, cette fonctionnalité. Alors après, les histoires de la créativité, l'innovation, je ne sais pas si c'est une question du matriciel ou pas du matriciel. De toute façon, ça reste un sujet important pour les groupes aujourd'hui qui cherchent, notamment parce qu'il y a tout le phénomène des startups, de la volonté de créer son propre business, qui cherchent la manière de, au sein des groupes, de pouvoir quand même générer ou donner de l'envie à des personnes de prendre des responsabilités, de lancer des initiatives, qu'elles réussissent ou qu'elles ne réussissent pas. Donc c'est tous les programmes d'intrapreneuriat, de start-up qu'on crée au sein des groupes, ou de start-up dans lesquelles on prend des positions, on prend une participation et on envoie quelqu'un de l'entreprise. Là-dessus, comme tout le monde, on cherche un peu notre voie, mais pour essayer de conserver un peu ces îlots de création et d'innovation dont on a bien besoin. D'accord. Donc tu nous donnes un message optimiste quant au fait que l'intuition a encore de beaux jours devant elle dans les grandes organisations. Oui, alors après, est-ce que c'est facile ? Non, tous les jours, je rencontre des gens qui me disent enfin, moi je comprends. Parce que moi, en fait, dans mes habitudes, je vais beaucoup sur le terrain, oui. Rencontrer les gens. Et donc là, on apprend une foultitude de choses. Et donc mes collaborateurs n'aiment pas trop parce que quand je reviens, j'ai une quinzaine de mails ou une vingtaine de mails qui partent pour dire expliquez-moi, je ne comprends pas, on m'a dit ça, est-ce que c'est vrai, pourquoi tel logiciel n'avance pas alors qu'on m'a dit qu'il avançait, etc. Mais donc tous les jours, il y a des gens qui me disent on a cette idée-là, pourquoi est-ce qu'elle n'est pas mise en œuvre, est-ce qu'on ne pourra pas tester ? Donc je ne dis pas que c'est facile, d'accord ? Et je ne dis pas qu'il n'y a pas d'autres moyens d'être plus créatif. Je dis juste, il ne faut pas être désespéré, ou je ne le suis pas, et je crois en la capacité, même dans des groupes, de pouvoir libérer les énergies. Après, est-ce que c'est facile ? Non. Et puisque tout le monde est d'accord, non plus. Après, il faut jouer un peu des coudes et essayer de préserver ces espaces de liberté. C'est là que le leadership fait la différence. Oui, alors, dans l'entité que l'on gère, oui, et par rapport à ses pairs ou par rapport à son dirigeant, oui, c'est important. Le fait d'être légitime ou reconnu comme tel par son dirigeant facilite aussi ce type de décision. J'ai envie de créer, je sais pas quoi, une start-up sur les drones internes, laisse-moi faire. Tout le monde a dit non, laisse-moi faire. Ça existe encore. Il y a quelques années, j'avais proposé d'acheter une start-up en Nouvelle-Zélande, donc pas très loin de Paris. Je me suis retrouvé en comité d'investissement, tout le monde était contre. Le dirigeant m'a dit, t'y crois ? J'ai dit oui, il a dit ok, on le fait. Bon,
Voilà, ça encourage. Je ne dis pas que c'est facile, mais en tout cas, c'est plutôt sympathique. Voilà. Alors, comme on est juste entre nous, en tant que leader de Suez, quel est ton plus beau souvenir? C'était pas prévu, je sais. En fait, je ne sais pas si j'en ai un. Je suis marqué en fait par les témoignages des équipes, soit lors de succès commerciaux, soit lors de grandes défaites. J'ai notamment en tête un contrat important qu'on avait perdu, où vous vous retrouvez avec des équipes qui pleurent devant vous. Qui sont quand même des moments d'émotion fortes. Donc je suis plus marqué par ces moments-là, de personnes qui pleurent devant vous parce que vous avez perdu un contrat historique et qu'elles vont être transférées, et donc elles ne feront plus partie de votre groupe, ou à l'inverse, de gens qui sont avec leur trompette et qui célèbrent le contrat qu'on vient de gagner, que d'événements particuliers. Enfin, ça m'a beaucoup marqué, et je l'ai vécu, que ce soit en France ou en Australie. Donc c'est plus ça que j'ai en tête. D'accord, c'est beau. Merci pour ton témoignage. Avant de passer la parole à la salle, la question rituelle de Raphaël. Dans ton parcours, tu as rencontré plein de personnalités, plein de leaders, plein d'acteurs de pouvoir. Est-ce que justement, il y en a un qui t'a marqué plus que d'autres? Un ou plusieurs d'ailleurs? En fait, j'ai été marqué par mon premier patron opérationnel parce qu'il était apprenant. Il me cassait les pieds, il me prenait un temps colossal, mais il passait beaucoup de temps à m'expliquer comment je devais analyser telle ou telle situation, comment je devais prendre du temps avec tel ou tel collaborateur ou avec tel ou tel client. Je l'ai qualifié de patron apprenant. J'ai eu l'occasion de lui dire quand il est parti à la retraite, et j'étais son patron, j'étais devenu son patron. Voilà, j'ai vraiment été marqué par finalement l'importance qu'il attachait à apprendre à un jeune, puisqu'à l'époque j'étais jeune. Et ça m'a plutôt marqué. Voilà. Écoute, merci infiniment pour ce beau témoignage. Des questions dans la salle pour profiter de l'expérience de Philippe? Pierre-Marie? Alors c'est fondamental. Ça veut dire aller défendre des offres avec des équipes. Donc ça marque tout le monde, parce que quand vous dites je vais aller à l'oral, parce que c'est un contrat important, parce que c'est un client important, et qu'en tant que directeur général de l'entité, vous dites je vais aller à l'oral là, pour le dernier oral, pour défendre l'offre. Donc ça marque, surtout quand personne ne l'a fait pendant les années avant vous. L'exemplarité, c'est ça. L'exemplarité, c'est d'être capable de sanctionner les gens qui sont proches de vous quand ils ne font pas bien leur job, et non pas de demander uniquement aux autres de le faire. Ça, c'est un très grand reproche qui est fait, notamment dans les groupes. C'est de dire, vous dites qu'il faut sanctionner, etc. Mais alors, vous le faites pas. Vous êtes entouré de personnes, on ne sait pas ce qu'elles font, de charger une mission à tout va. C'est une très grande critique des groupes. Et ça, les gens le voient. Bon, après, vous avez tous les exemples classiques de quand les choses vont mal, vous voyagez en première et vous allez à 15 en déplacement. Là, vous demandez aux gens de faire des efforts. Bon, ça, c'est tout le monde, toutes les entreprises connaissent un peu ça. Et ça marque les gens. Et ils disent, ils ne sont pas crédibles. Ils nous demandent de réduire les coûts. Ils passent leur temps en séminaire. Les séminaires, par exemple. On demande de réduire les coûts. Ils passent leur temps en séminaire. Bon, il faut le gérer. Donc, il vaut mieux arrêter les séminaires, comme ça c'est plus simple. Et de l'expliquer, et de dire les séminaires ont leur utilité, mais si on vous demande de faire des économies ou de faire un effort particulier parce que l'année est difficile, il vaut mieux les arrêter. Donc voilà, ce sont des exemples concrets, je pense que vous les connaissez tous. Après, c'est toujours pareil, faire en sorte que ce soit appliqué. Et puis je rajoute, ce qui est difficile dans un groupe, c'est que
vous êtes multi-entités. Vous pouvez avoir des entités qui vont bien, des entités qui vont moins bien, et des gens qui ne comprennent pas pourquoi des entités qui vont bien vont en séminaire, je ne sais pas où, au bord de la mer pendant 15 jours, pendant que dans l'entité d'à côté, vous faites un PSE. Donc c'est cette réalité-là qu'il faut gérer aussi. Hein, et ça, les groupes aiment ou n'aiment pas, ou facilitent pas les choses. Nous, on était dans un groupe plutôt décentralisé, donc qui laissait vraiment la place aux patrons des entités de gérer leur réalité, avec des marchés en plein développement, des marchés en difficulté, des entreprises qui vont bien, d'autres qui perdent de l'argent. L'évolution vers un groupe plus industriel, plus intégré, plus matriciel, rend plus difficile ce type de comportement. Donc c'est un dosage à trouver ou un équilibre à trouver qui n'est pas facile. Vas-y. Je viens de passer la journée au jury de l'ESCP, mais à la République, et j'ai posé à tous ces jeunes futurs candidats une question sur si demain vous étiez en attente d'un poste, qu'est-ce qui ferait que vous choisiriez, ou de plusieurs postes, une entreprise plutôt qu'une autre. Et alors, ce qui est assez intéressant, c'est que les critères qu'ils ont donnés, mais assez unanimement, c'était que ce soit une entreprise internationale, que ce soit une entreprise où on me permette de me développer, où on me donne des responsabilités, où il y ait un objet éthique. Suez, quoi. Suez, c'est parfait. Alors, la bonne nouvelle, c'est que personne n'a cité une fois le salaire. Donc, dans les négociations, c'est intéressant, je ne sais pas quelle note on met, mais le salaire, apparemment, n'est pas déterminant. Pourquoi voulez-vous qu'il cite le salaire? C'est dans la presse. Le salaire de chaque école, sortie d'école, la moyenne, etc. Moi, je peux vous dire, les ados, ils disent, moi, je suis à telle école, donc le salaire qui est sorti dans le Capital, je dois être entre 42 000 et 46 000. Et, ça peut un peu se négocier, peut-être encore. Donc, ma question est, pouvoir de séduction des grandes entreprises aujourd'hui, parce qu'à côté de ça, ils ne souhaitent pas aller travailler chez Thales, ils ne souhaitent pas aller travailler chez Coca-Cola, ni chez McDo, etc. Enfin, c'est assez impressionnant. Donc, politique en tant que DGA d'un grand groupe de séduction des jeunes. c'est d'aller dans les forums d'école. Moi, je reste convaincu que c'est quand même le meilleur endroit pour aller rencontrer les jeunes et d'amener des anciens de l'école, ou les anciens d'université, les anciens d'école, qui expliquent leur parcours, parce que quand on est dans un groupe de 90 000 personnes, on arrive à avoir des anciens qui ont des parcours complètement divers. Des personnes qui ont bougé, d'autres qui n'ont pas bougé, des personnes qui ont fait de la mobilité fonctionnelle, d'autres de la mobilité géographique, d'autres tout. Et je trouve qu'aller écouter des anciens qui ont pu expliquer leur parcours, c'est toujours intéressant. Après, faire la notoriété de l'entreprise, c'est l'histoire de marque employeur, il faut qu'on la développe. Je dirais, nous, on a la chance, entre guillemets, que le domaine de l'environnement n'est pas un domaine dans lequel on doit motiver beaucoup pour avoir des CV et des candidats qui veuillent nous rejoindre. S'occuper de l'eau et des déchets, ça motive quand même beaucoup de gens. Donc je dirais on n'a pas cette difficulté-là. Après, comme d'autres, il faut être capable de motiver les gens, être capable de leur faire prendre plusieurs postes et pas de se retrouver, ce à quoi on est confronté, au bout de 3 à 5 ans, quelqu'un dans lequel vous avez investi qui vous dit j'ai décidé de faire une année off, je vais faire le tour du monde, et puis je vais faire autre chose, je vais ouvrir ma crèmerie, je ne sais pas où, au fin fond des Alpes, ce qui est quand même beaucoup plus courant que ce qu'on a connu il y a quelques années. Et donc, je dirais le challenge pour nous comme pour d'autres, mais c'est surtout cette capacité à faire évoluer et à conserver, alors non pas peut-être 25 ans comme moi, juste moi quand je vais voir des jeunes recrues, je commence toujours en disant ça fait 25 ans que je suis chez Suez. Donc les gens disent mon Dieu, un dinosaure. Mon Dieu, c'est possible. Et alors après, je leur explique, alors j'ai fait Carcassonne, Valenciennes, Porto Rico, Sydney, j'ai fait de l'eau, j'ai fait des déchets. Donc là, les visages s'éclairent en disant c'est peut-être pas un vieux crouton. On a peut-être eu la chance de ne pas avoir un crouton. C'est vrai que c'est plutôt rare aujourd'hui. Aujourd'hui, les jeunes n'ont pas de vision, ne s'inscrivent pas dans la durée, rester plus de 10 ans dans une entreprise, ça les dépasse, même 5 ans.
Après, c'est aux entreprises d'être capables de leur proposer, je dirais, des challenges, quels qu'ils soient, qui peuvent répondre, je dirais, à leurs aspirations et de faire en sorte qu'ils restent. Il ne faut pas leur dire on doit faire des parcours pour qu'ils restent. On doit être capable de proposer des opportunités et objectivement, il y en a vraiment beaucoup de tous ordres. Et puis après, les inciter à les prendre et leur capable de rebondir, de fonctionnel à géographique, d'opérationnel à... Et on est capable de faire ça. C'est parfois plus difficile dans des PME ou dans des startups où on est tous sur un objet plus concentré. Donc on a cette capacité-là. Mais il faut qu'on l'explique mieux, il faut qu'on se présente mieux. Encore une fois, on n'a pas de difficulté de recrutement en tant que tel, parce que le métier de l'environnement attire. Vous voyez toute l'actualité qui tourne autour de ces sujets-là. De ce point de vue-là, on n'a pas de, voilà, on a moins de difficultés que d'autres. Oui, oui. Moi j'avais une question sur le lien entre management et expertise. Je travaille à l'ESSEC Europe et je dirige les chaires de recherche et d'enseignement école entreprise. Et ces derniers temps, je ne sais pas si c'est un hasard, j'ai rencontré plusieurs entreprises qui disaient nous, on n'a finalement pas très bien géré cet équilibre entre management et expertise et on a privilégié le leadership, la capacité à embarquer les équipes. Et finalement, on a des experts qui se sentent assez frustrés et qui nous quittent. Je confirme. Je confirme. On est dans un groupe. Alors je ne sais pas si c'est conscient ou inconscient, mais pour lequel, encore une fois, la carrière ou ce qui était promu ou ce qui était mis en avant, c'était la responsabilité de centre de profit. Donc tout le monde voulait diriger un centre de profit. Mais il y a des gens qui sont faits pour diriger un centre de profit, comme moi je suis curé ou évêque. Il faut juste leur dire que ce n'est pas grave. On a besoin de plein d'autres talents, notamment d'experts. D'accord ? Donc on a des programmes et on essaye de trouver la voie pour valoriser les experts, faire en sorte qu'ils deviennent des cadres dirigeants, par exemple. Donc nous, on a innové il y a quelques années de dire, sans management, mais on met des cadres dirigeants, au même titre que les dirigeants, il y a des patrons de BU, etc. Mais on met des cadres dirigeants qui sont les experts de la recherche en eau, de l'incinération. Je ne vous dis pas qu'il y en a 50, mais on a commencé à initier ce type de reconnaissance avec les aspects monétaires associés. Mais déjà de mettre un cadre dirigeant, d'accepter de dire un directeur technique, le directeur technique d'une très grande entité aux France est un cadre dirigeant, c'était quelque chose qui n'était pas perçu. Donc c'est un moyen, je dirais parmi d'autres, pour essayer de valoriser ces postes techniques, pour les mettre en avant, sachant qu'on a besoin de ces expertises. D'accord ? Et donc voilà, mais je ne suis pas du tout étonné. On a des réflexions permanentes sur ces sujets-là. Mais ça vient du fait qu'on a l'impression qu'on met en avant les parcours des patrons de centres de profit. C'est les nominations des dirigeants de centres de profit qui sont les plus souvent cités, plutôt que, je dirais, le dernier fait d'armes de l'expert en traitement de fumée d'incinération. Donc il faut trouver une espèce d'équilibre. Et encore une fois, on a besoin de ces compétences-là. Et ça revient à tuer cette idée qu'il n'y a que le centre de profit, où il n'y a que les gestionnaires de centres de profit qui sont importants dans l'entreprise. Ce qu'on accepte pour des DRH, pour des directeurs financiers. Mais au-delà de ça, c'est vrai que donc, les experts, on en a bien besoin.